Nous avons plusieurs problèmes en matière de transport au Québec. La congestion dans les villes, les distances à parcourir, les 6 mois d'hiver qui transforment souvent nos routes en raboteux chemins de campagne, voilà autant de facteurs qui font qu'elles sont généralement en très mauvais état. Il faut déneiger les rues l'hiver et l'été, il faut réparer les dégâts causés par l'hiver. Une valse à plus finir qui peut devenir très coûteuse à la longue, surtout si le portrait global du transport ne s'améliore pas vraiment entre-temps. Avez-vous voyagé sur la 20 entre Québec et Drummondville récemment? Allez voir, c'est des petites montagnes russes tout le long. C'est pourquoi le budget du ministère des Transports du Québec ne cesse de grimper aussi, dépassant les 3 milliards en 2008 pour atteindre une somme record de 3,7 milliards pour la prochaine année fiscale. C'est du jamais vu. Et pourtant, c'est pas encore assez. Sur l'autoroute 20 et 40, par exemple, entre Québec et Montréal, la circulation est achalandée toute l'année. L'hiver comme l'été. On va devoir un jour construire une troisième voie, seulement pour décongestionner les deux premières. Et cela aussi va coûter très cher. Sur les deux autoroutes, il y a 40 à 140 000 véhicules qui transitent par jour en moyenne. Sur le pont Pierre-Laporte, 125 000. Sur le tunnel Hippolyte-Lafontaine, 127 000. Alors que sur le boulevard métropolitain, 200 000 véhicules par jour. Tout cela sans compter les autres ponts et autoroutes qui lient Montréal à sa banlieue. On voyage au Québec. Peut-on faire autrement? L'autre problème, c'est lorsqu'on veut améliorer une artère principale comme une autoroute ou un boulevard urbain. Aussitôt, tout se transforme en cauchemar avec des embouteillages sans fin l'été pour réparer les dégâts causés par l'hiver. Dans le cas du boulevard Notre-Dame à Montréal, par exemple, les coûts de rénovation étaient déjà très élevés dès sa conception pour ensuite doubler en très peu de temps et atteindre 160 millions du kilomètre. C'est de même pour les trains, surtout les trains de banlieue. Nous avons un urgent besoin d'améliorer notre réseau. Les experts estiment même que Montréal est 30 ans en retard sur Toronto. C'est pas peu dire. Et lorsqu'on parle d'un TGV, projet qui est sur la table depuis 20 ans, alors là, on parle de sommes faramineuses pour construire un système qui ne conviendra jamais nos hivers et qui, probablement aussi, ne sera jamais rentable. D'immenses sommes doivent être investies pour aménager les assises d'une voie ferrée en se rendant à quelques mètres de profondeur, seulement pour assurer la stabilité de la voie et éviter le gel au sol. Et la vitesse d'un TGV qui coupe le territoire en deux exige une mise en place de ponts, de viaducs, parfois de tunnels, avec en plus l'achat de vastes terres privées. Toutes des choses qui s'ajoutent aux coûts initiaux déjà très élevés. En effet, on parle de 30 à 40 millions le kilomètre pour la construction d'un TGV. C'est pas peu dire, d'autant plus qu'il ne pourra jamais garantir son horaire l'hiver. Y a-t-il donc un système de transport qui convient à notre climat, qui réduirait les coûts en transport, en plus de réduire la pollution sur nos routes et notre dépendance sur le pétrole? Eh bien oui, imaginez-vous. Il y a une solution qui est entièrement québécoise et en plus, qui est unique au monde. Il s'agit du Trans-Québec ou du TQ. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un train ordinaire avec sa dizaine de wagons que leu. Il s'agit plutôt d'unités de transport, chacune motorisée par 16 motorroues roulant sur un rail de fer suspendu par une infrastructure d'environ 10 mètres de hauteur, ou 30 pieds si vous voulez. L'infrastructure est un pylône d'acier ancré dans une fondation de béton à quelques mètres dans le sol, avec au sommet une ferme ou une structure qui soutient les deux rails, l'un de chaque côté. Tout cela s'appelle un monorail inversé, bidirectionnel, avec des unités voyageant de chaque côté de la structure en directions différentes. Le système est entièrement électrique, non polluant et ne crée aucun bruit, si ce n'est le son qu'émet le vent. Sa vitesse de croisière est de 250 km à l'heure. Il peut faire Québec-Montréal en dedans d'une heure et son infrastructure, totalement suspendue, ne requiert aucun changement majeur au sol. Il peut donc s'installer pratiquement n'importe où, occuper le terre-plein d'une autoroute, suivre une route existante, rouler au beau milieu d'un boulevard urbain, passer en dessous d'un édifice ou encore passer par-dessus un pont. Et contrairement aux autres monorails, le Trans-Québec voyage en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il peut monter et descendre une côte comme un autobus. L'autre avantage du Trans-Québec est sa flexibilité. Il n'aura pas besoin d'attendre toujours 250 passagers avant de partir. Une soixantaine suffirait.
D'ailleurs, avec moins de passagers l'unité et plus d'unités plus souvent, le Trans-Québec devient alors très rentable, sans oublier que les rails n'exigeront aucun déneigement l'hiver, permettant ainsi aux véhicules de braver n'importe quelle tempête et garantir son horaire en tout temps, ce qui est impossible pour un TGV. Le TQ comprend deux types de véhicules, l'un aménagé pour transporter environ 75 passagers assis confortablement et l'autre un conteneur réfrigéré ou pas pour transporter jusqu'à 10 tonnes de biens et de marchandises. 10 tonnes correspond au poids d'environ 5 automobiles, mais n'ayez crainte, l'infrastructure du TQ sera solide, tout comme les pylônes d'Hydro-Québec qui supportent parfois jusqu'à quelques dizaines de tonnes de fils électriques. Les coûts de construction sont relativement peu élevés au point que son usage pour faire le trajet entre Québec et Montréal est une moitié moins cher que par automobile. D'abord, le TQ n'exige aucun changement au sol. Et comme on le sait, les assises pour assurer la solidité d'une voie ferrée comme le TGV représentent plus de 50 des coûts, et cela sans compter les ponts, les aqueducs et les tunnels pour assurer sa liberté de passage. Le Trans-Québec évite tous ces embarras et tous ces coûts, d'autant plus que les pièces d'acier nécessaires pour la construction peuvent être fabriquées entièrement au Québec, en usine, 12 mois par année, par des procédés robotisés. En outre, l'acier est abondant au Québec, tout comme les usines de transformation, de fabrication et d'assemblage de structures d'acier. Le Québec est un important joueur dans le monde dans le domaine, ce qui garantit un coût minimal, vraiment minimal, pour la construction du TQ. En fait, on estime que le coût de mise en place de ce système de transport ferroviaire unique au monde exigera de 5 à 7 millions le kilomètre. Le TGV, rappelez-vous, exigera jusqu'à 48 millions le kilomètre, c'est-à-dire 6 à 7 fois plus que le Trans-Québec. Et cela sans garantir son horaire l'hiver. Pour le TQ, les unités de transport à passagers coûteront environ 1 million de dollars chacun. Par comparaison, la scalette d'un Nova Bus ou Prévocar sans aménagement intérieur coûte environ 500 000 $. Dans le cas du Trans-Québec, l'habitacle sera quelques pieds plus large et un tiers plus long, auquel s'ajoute le coût des moteurs-roues et de l'appareillage électrique. De plus, chaque véhicule entièrement fait d'acier ou d'aluminium va durer 50 ans, sinon plus, et l'infrastructure plus de 100 ans. Les seuls changements nécessaires aux véhicules pour passagers concernent l'aménagement intérieur. Par exemple, il est possible d'avoir des unités qui pourront permettre à 30 fonctionnaires, gens d'affaires ou ministres de tenir une belle réunion autour d'une longue table pendant le voyage d'1 heure entre Québec et Montréal. D'autant plus que, selon nos calculs expliqués plus en détail dans le dépliant, le système sera rentable. Et rentable, dis-je, au point de se payer entièrement en moins de 5 ans d'opération. Et cela seulement à partir du transport des passagers. Mais à cela, il faut aussi ajouter les revenus provenant du fret, dont 65 % qui transitent actuellement par camion pourraient vraisemblablement être transportés par le TQ, réduisant ainsi la pollution des camions et l'usure des routes. Et pensez-y, en plus, il y a une troisième source de revenus pour le TQ, plus importante encore que les deux premières, qui est rattachée à son développement et à son implantation à travers le monde, autant aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie. En fait, le Trans-Québec sera suffisamment rentable après la première ligne établie entre Québec et Montréal pour financer son propre développement à travers tout le Québec. Ainsi, il pourra lier notre capitale nationale à Lévis et une fois le corridor Québec-Montréal complété, faisant de Québec la banlieue de Montréal et Montréal la banlieue de Québec, il pourra ensuite se développer gracieusement et s'implanter éventuellement dans toutes les régions du Québec, d'est en ouest et du sud au nord. Le Québec, mesdames, messieurs, ne sera plus jamais pareil. Nous souhaitons aussi que le Trans-Québec devienne une coopérative nationale de transport pour qu'elle puisse demeurer entre les mains des Québécois et contribuer à bâtir le Québec. Il faut percevoir tout son potentiel. Une coopérative de transport nationale entièrement québécoise, unique au monde, risque fort bien d'améliorer tout le Québec sur bien des plans, et pas seulement en matière de transport.